Aujourd'hui, je réponds à vos questions et on va voir notamment comment gérer ton cardio avec ta récupération au niveau de tes entraînements, si l'ordre de tes exercices est vraiment important, comment faire si tu rencontres un plateau au niveau de ta sèche et plein d'autres choses. Salut, c'est Nico et bienvenue dans un nouvel épisode de ma mini-série questions-réponses dans laquelle je réponds aux questions que vous m'envoyez par mail. Si jamais tu as des questions que tu aimerais voir en vidéo, n'hésite pas à me les envoyer à questions@nicodalam.com. Au minimum, je t'enverrai une réponse par mail et si jamais c'est une question que je juge susceptible d'aider tout le monde, je la mettrai dans un des prochains épisodes de cette mini-série questions-réponses. Alors, sans plus attendre, on va voir les questions que j'ai sélectionnées depuis le dernier épisode. C'est parti. La première question me vient de Noël qui s'entraîne 3 fois par semaine sur un schéma très classique en full body, lundi, mercredi, vendredi, et qui me demande si les 4 autres jours il peut faire des séances de cardio et si ça risque pas de gêner d'un point de vue récupération. Et c'est une très bonne question parce qu'il faut savoir que ton cardio ça va pas être anodin vis-à-vis de ta progression en musculation. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo 2 minutes science sur le cardio. De façon générale, si tu fais du cardio trop proche de tes entraînements, ça peut impacter négativement ta progression et tu auras plus de mal à prendre du muscle. Par contre, la science semble aussi montrer que si tu laisses assez de temps entre tes entraînements de musculation et tes entraînements cardio, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes, pas trop de compétition entre les deux. Donc si tu fais un jour d'entraînement et que tu attends le lendemain pour faire que ton cardio et ainsi de suite, comme sur ce format full body, tu vas faire un jour d'entraînement, un jour de cardio, un jour d'entraînement, un jour de cardio, un jour d'entraînement et 2 jours de cardio, et bah dans ce cas-là, ça ne devrait pas être trop problématique d'un point de vue progression. Par contre, il y a peut-être 2 autres points dont il faut tenir compte. La première chose, c'est si tu as des entraînements cardio qui sollicitent beaucoup les jambes, ça peut un petit peu limiter ta récupération. Donc après, ça va dépendre d'une personne à l'autre, ça va dépendre de ta génétique, du type de cardio que tu vas faire. Mais c'est possible que même en faisant tes entraînements de muscu et tes séances de cardio sur des séances différentes, tu aies quand même quelques problèmes de récupération au niveau des jambes. Donc c'est à toi de tester. Après, le deuxième point, c'est que si tu es quelqu'un qui a beaucoup de mal à prendre du poids, si en plus tu fais beaucoup de cardio, ce sera très dur d'avoir suffisamment de calories pour réussir à prendre du muscle. Donc si jamais tu es dans ce cas de figure, il faudra peut-être limiter tes entraînements de cardio. Mais en général, si tu laisses au moins 6 heures entre ton cardio et ta muscu, a priori, il ne devrait pas y avoir de problème. Ensuite, on arrive à une deuxième question de David qui en fait correspond à 3 questions. Et il y a 2 de ces questions en fait qui sont assez similaires avec ça, c'est pour ça que je les ai reprises. La première, c'est est-ce qu'il faut faire 10 minutes de cardio après une séance en musculation, avec l'idée que ça aide à faire circuler le sang et que si tu prends des protéines ou des BCAA, ça devrait aider à leur assimilation. Et bien ça ressemble plutôt à un mythe parce que j'ai pas vu grand chose de sérieux, que ce soit du côté professionnel ou du côté scientifique, qui avait tendance à soutenir ça. Par contre, comme on l'a vu, faire ton cardio proche de ta muscu, ça peut avoir des effets négatifs. Donc de façon générale, j'aurais tendance à éviter de faire ces 10 minutes de cardio à la fin de cette séance. Je pense que ce sera contre-productif, qu'il faut mieux les faire à part. Ensuite, on passe directement à sa 3e question, puisque c'est en lien avec ce dont on vient de parler, parce qu'il me demande si rajouter une séance de cardio, par exemple l'après-midi, si tu as fait ta séance le matin, allait t'aider pour réussir à progresser en musculation. Alors comme on l'a vu, si tu laisses assez d'écart, ça ne devrait pas poser de problème. Et après, si tu fais ce cardio, ça va avoir un certain nombre d'effets bénéfiques, ça va t'aider à muscler ton cœur. Ce qui peut être intéressant si tu n'as pas un super cardio de base et que tu as du mal à mettre de l'intensité dans tes séances à cause de ça, tu peux améliorer ça. Et puis ça t'aidera aussi de façon secondaire à brûler un certain nombre de calories. Mais contrairement à ce que croient beaucoup de personnes, c'est pas du tout obligatoire pour sécher de faire du cardio. D'ailleurs, la plupart du temps, quand je sèche, je fais pas forcément beaucoup de cardio. C'est plus par la nutrition et par l'intensité de tes entraînements que tu arriveras vraiment à avoir une différence. Donc le cardio, ça peut aider, mais c'est pas du tout obligatoire et il faut pas le mettre trop près de tes séances. Et enfin, j'arrive à sa 2e question, qui est de savoir s'il y a un ordre particulier des exercices qui fera la différence dans tes séances, ou si au contraire, tu peux faire tes exercices dans n'importe quel ordre. Et là, la réponse est oui, il y a un ordre des exercices qu'il faut suivre, l'ordre sera très important, ça va faire toute la différence. Et de façon générale, je pense que c'est mieux de commencer par tes gros exercices polyarticulaires en début de séance. Parce que ça va être le moment où tu vas être le plus frais, donc ça va être le moment où tu vas mettre le plus lourd, et vu que ces gros exercices ils vont solliciter un grand nombre de groupes musculaires, ça va te permettre de gérer ces charges lourdes pour bien stimuler l'effet tension mécanique de l'hypertrophie. Parce qu'il va y avoir 3 grands facteurs qui vont t'aider à prendre du muscle. Le facteur le plus important, ça va être la tension mécanique, ça veut dire le fait simplement d'avoir une charge lourde que tu vas utiliser pour plusieurs répétitions. Ensuite, le deuxième grand facteur, ce sera le stress métabolique, le fait d'accumuler du sang, de l'acide lactique, des ions H+, dans le muscle, qui sera plus lié au fait d'avoir un grand nombre de répétitions et pas vraiment au poids. Et le troisième point, qui sera peut-être le moins important et de loin, ça va être tout ce qui est micro-déchirures, micro-blessures dans le muscle. En fait, juste le fait de créer des micro-déchirures au niveau du muscle et des tendons, mais ça va pas être un facteur très important comparé aux 2 autres. Donc nous, ce qu'on veut, c'est en début de séance, quand tu es le plus frais, mettre le plus lourd possible pour avoir un maximum de résultats de cette tension mécanique. Donc commencer par un gros exercice polyarticulaire, c'est plutôt une bonne façon de faire. Donc si tu fais par exemple une séance pec, tu peux commencer par des dips. Donc le mieux, c'est déjà de t'échauffer avant, puisqu'on ne veut pas se blesser, surtout sur ces exercices-là qui vont pas mal solliciter l'articulation de l'épaule.
Même ce que tu peux faire avant cet exercice polyarticulaire, c'est commencer par un exercice d'isolation à la poulie qui va t'aider à bien faire monter le sang dans l'ensemble du muscle, en utilisant des poids légers, en te concentrant sur le fait d'avoir un bon étirement, une bonne contraction, sans trop fatiguer le muscle, parce qu'on veut un maximum d'énergie sur ce premier gros exercice. Par contre, je pense que c'est quand même mieux d'avoir cet exercice d'activation pour faire monter le sang dans la zone avant ton premier gros exercice polyarticulaire. Parce que non seulement ça va réduire tes chances de te baisser, mais ça va aussi t'aider à mieux recruter ces muscles-là. Et de ce que j'ai observé, ça va pas faire diminuer tes performances, ça aura plutôt tendance à les augmenter et à augmenter largement tes sensations, ta progression, surtout sur des muscles qui sont pas forcément évidents. Donc moi, je sais que j'ai du mal à sentir mes pecs, mais aussi par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à sentir leurs dorsaux. Et une bonne façon de corriger ça, ce sera de commencer systématiquement toute leur séance dos avec un premier exercice d'activation, par exemple à la poulie assise à un bras, en se concentrant vraiment sur la contraction dans la zone qu'ils veulent cibler. Donc ici, le grand dorsal avec un poids léger avant de passer ensuite au gros exercice polyarticulaire. Donc dans le cas des pectoraux, on a parlé des dips. Dans le cas des dorsaux, ça pourrait être un gros geste de rowing. Et dans ce cas-là, monter progressivement la charge, pas aller directement au maximum de ce que tu peux faire, parce que là encore, tu risques de te blesser et tes performances ne seront pas aussi bonnes. Donc je trouve qu'un format progressif où tu vas faire par exemple 15, 12, 10, 8 et 6 répétitions avec 1 minute 30 à 2 minutes de repos entre chacune de ces séries, ce sera une très bonne façon de s'échauffer, de faire monter du sang dans l'ensemble du muscle et de tirer un maximum parti de cette tension mécanique. Donc en début de séance, je trouve que c'est bien d'avoir tout d'abord cet exercice d'activation, ensuite ce gros exercice polyarticulaire qui va cibler toute la zone que tu veux travailler. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est d'avoir d'autres exercices qui vont cibler des angles différents pour bien travailler tout l'ensemble du muscle. Donc là encore, lors des exercices, il est assez important parce que les angles que tu vas attaquer en premier, ce sont ceux que tu vas stimuler le plus efficacement parce que c'est là que tu auras le plus d'énergie, que tu seras le plus concentré sur ta contraction et que tu pourras mettre le plus lourd. Donc c'est important que tu commences par les parties qui te posent le plus de problèmes et que tu gardes plutôt tes points forts pour la fin. Et quand tu vas arriver plutôt vers la fin de tes séances, que tu vas commencer à avoir moins d'énergie, que tu seras mentalement plus fatigué et que ce sera dur de mettre des charges lourdes, là ce sera plus intéressant de se concentrer sur le stress métabolique, c'est-à-dire sur le fait de faire monter un maximum de sang, d'avoir un maximum d'acide lactique, du H+, dans le muscle que tu veux cibler. Et pour faire ça, on va pas forcément mettre très lourd, mais on va essayer de se concentrer sur un grand nombre de répétitions avec des exercices qui te permettent d'avoir une bonne tension. Donc ça peut être la poulie pour les pectoraux en fin de séance, ça peut être aussi des exercices à la machine. En fait, ce qui est important, c'est que ce soit des exercices sur lesquels tu n'as pas trop besoin de te stabiliser, sur lesquels tu peux faire un grand nombre de répétitions sans prendre le risque de perdre en qualité d'exécution. Donc en fait, cet ordre des exercices sur ta séance, c'est vraiment primordial. Tu peux vraiment pas faire tes exercices dans n'importe quel ordre. Donc une séance, ça va être non seulement des exercices, mais surtout des exercices dans un ordre précis, avec des temps de repos précis, avec un nombre de répétitions précises. Donc oui, l'ordre des exercices est vraiment important et il faut que tu fasses attention. Ensuite, on va passer à une question suivante qui me vient cette fois de Valentin, qui me dit qu'il en sèche depuis maintenant 34 jours, qu'il a déjà perdu beaucoup de poids, mais que ça fait 6 jours qu'il observe pas de différence au niveau de la balance. Il se demande si ça vaudrait le coup de faire des cheat meals pour relancer sa progression, parce que c'est vrai que quand ça fait longtemps que tu sèches, au bout d'un moment, ton corps il va ralentir ton métabolisme et ce sera de plus en plus dur de sécher. Et dans ce cas-là, si ça fait longtemps que tu es en déficit calorique, ce sera important de remanger normalement pendant un temps pour relancer ta machine hormonale. Le truc, c'est qu'un cheat meal en soi, ce sera pas suffisant. Si tu prends juste un repas ou juste une journée, ce sera pas suffisant pour relancer ta machine hormonale. En fait, à partir d'un certain moment, quand ça fait longtemps que tu sèches, tu seras obligé de prendre au moins 1 à 2 semaines de pause avant de relancer ta sèche. Et je sais que ça peut être très dur parce que quand tu as commencé à perdre du poids, que tu as vu une bonne progression, tu as envie que ça continue sur ce même rythme et du coup ça peut faire un peu peur de remanger plus aussi longtemps. Mais le truc c'est qu'il faut bien comprendre que hormonalement ton corps il va pas réagir suffisamment si tu donnes juste un cheat meal ou tu fais juste une journée complète où tu remanges plus que d'habitude. Il faudra que ça se passe sur le plus long terme. Et pour ça, je te conseille de prendre au moins 1 à 2 semaines de pause au niveau de ta sèche. Ça veut dire de revenir à un niveau de calories un peu au-dessus de ton niveau de maintenance. Il ne faut pas que tu sois en déficit calorique pendant ces 2 semaines. Donc il n'y a pas besoin de se goinfrer, pas besoin de faire trop d'excès, même si tu peux te faire plaisir pendant cette zone, mais il va quand même falloir que tu réaugmentes largement tes calories, sinon tu ne réussiras pas à relancer ta sèche. Donc aussi paradoxal que ça puisse paraître, au bout d'un certain moment, pour réussir à continuer à sécher, ce sera important que tu réaugmentes tes calories avant de relancer ta sèche. Enfin, je voulais finir avec une autre question de nutrition qui me vient de Thomas cette fois, qui me demande si dans le fromage blanc, c'est mieux de le prendre nature ou si c'est possible de rajouter du sucre ou un sucrant. Et ben, de façon générale, j'ai tendance à croire que c'est mieux d'éviter de rajouter du sucre dans ce que tu manges. Parce que ça va t'apporter des glucides dont tu as besoin dans une certaine mesure, mais dans l'idéal, si les sources de glucides que tu as t'apportent aussi des micronutriments, des vitamines, des minéraux, par exemple en mangeant des légumes, en mangeant des légumineuses, même en mangeant du quinoa, du riz, ce genre de choses, ce sera toujours plus positif pour toi que si tu as ces glucides qui viennent juste de sucre raffiné.
Après, ce qui est aussi vrai, c'est qu'il faut aussi tenir compte du côté mental de la chose. Et si tu n'aimes pas du tout manger du fromage blanc nature, il n'y a pas besoin de te torturer. Tu peux rajouter un petit peu de sucre dedans, ça fera pas une énorme différence tant que tu t'assures de ne pas être complètement dans l'abus. Donc il faut tenir compte du côté nutritionnel, mais aussi du côté mental qui fera toutes les différences sur le long terme. Donc si pour toi ça fait pas une grosse différence et que tu aimes bien le fromage blanc nature, mange de nature. Si par contre tu aimes vraiment ce fromage blanc avec du sucre, tu peux en rajouter, ça fera pas une grosse différence. Donc voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. Si jamais tu as des questions que tu aimerais voir dans un de ces épisodes, encore une fois, tu peux me les envoyer sur questions@nicodadam.com. Si jamais tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier, si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Si tu n'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. Tous les lundis, je sors un épisode de ma mini-série 2 minutes science dans laquelle je réponds à une question de muscu en faisant le tour de la science sur le sujet en 2 minutes ou presque. Et le jeudi, en ce moment, je continue cette mini-série questions-réponses où je réponds à vos questions. Donc si t'es pas encore inscrit à ma chaîne, n'hésite pas à le faire maintenant pour pas rater ces vidéos. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!